Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appicast, le rendez-vous des passionnés de technologie Apple et mobile. C'est Mickaël, votre hôte, et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter Camille Bourruiba. Camille Bourruiba est un développeur talentueux, SwiftUI, avec une particularité et une passion pour la blockchain et le Web3. Il va nous parler aussi de son expérience avec le machine learning et l'intelligence artificielle. Et grâce à son expérience de plus de 2 ans d'expérience sur les technologies Apple, il va nous raconter son parcours à l'Apple Academy avec la formation Simplon et aussi tous ses projets. Son expérience, elle est incroyable. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à découvrir Camille. Donc, je vais vous mettre son lien LinkedIn dans les commentaires. Comme ça, vous savez, l'Appicast, c'est vraiment fait pour partager. Et je tenais aussi à vous remercier d'être aussi nombreux, parce que grâce à vous, le podcast Appicast a pu rentrer dans le top des meilleurs podcasts tech de France. Donc, une fois de plus, je tenais à vous remercier et n'hésitez pas si vous avez des amis, à partager justement le lien du podcast ou des histoires à raconter. N'hésitez pas, sentez-vous libre de passer par le site apprendre-swiftui.fr. Donc, tous les liens sont dans la description. Voilà, ça c'est pour la petite page de pub. Mais sans plus tarder, on va commencer par accueillir Camille. Salut Camille, comment vas-tu? Salut, écoute, bah ça va très bien, hein. On va Ça va passer pas, une petite, pas, petite pas interview stressé? tranquille, ça va être cool. Non, On- tranquille. Non, ici on est tranquille. La Picast, on est très tranquille. Donc on a pas mal de sujets à voir avec toi. Mais bien sûr, on va commencer par la présentation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je récemment, on a pu faire une interview ensemble avec Simplon et Apple. Déjà, je vais commencer par ça et on va revenir bien sûr sur ton parcours. Comment ça a été cette interview pour toi? Parce que ça veut dire que tu as vu, déjà tu t'es fait repérer, tu t'es fait remarquer. Déjà, tu commences déjà à cette année 2024 très très forte. Comment tu as perçu cette interview? Bah en vrai, moi c'était super cool de faire cet exercice, tu vois, c'est pas un truc que tu fais tous les jours. Et puis surtout, bah franchement, c'est pour motiver des gens aussi à participer au programme où moi j'ai pu bénéficier. Et c'était super intéressant aussi, tu vois, les caméras, savoir comment parler devant des gens. Et puis, bah, ça montre que Simplon, ils sont là pour les gens qui s'investissent et ça, c'est cool, quoi. C'est un aspect vraiment super cool. En tout cas, tu as vu, c'est cool en tout cas d'être reconnu. Bah, bien sûr, on va apprendre à te découvrir, on va comprendre qu'est-ce qui a amené justement à ce que tu sois interviewé justement par les équipes d'Apple et de Simplon, parce que ton parcours il est juste incroyable. Mais pour ceux qui te connaissent pas, on va commencer de façon classique par la présentation. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Bon, du coup, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, je suis de Paris actuellement. Je suis un développeur depuis pas mal d'années, mais ça fait à peu près plus ou moins 2 ans que je suis sur l'écosystème Apple. Du coup, bah, on va pouvoir parler de pas mal de technologies parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par la technologie. J'ai commencé tout jeune avec des trucs, par exemple, avant, on faisait de l'assembleur pour craquer des clés CD pour jouer à des jeux vidéo. Et du coup, j'ai appris la programmation comme ça, même si à l'époque, je pensais pas que c'était de la programmation. Je pensais juste que c'était bidouillé à droite à gauche. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai évolué de technologies très bas niveau, ce qu'on appelle, du coup, du C, des trucs un peu obscurs comme ça que les gens font plus trop, vers un truc un peu plus utile, qui est le Swift, du coup, avec l'écosystème Apple et deux, trois trucs sur la blockchain et l'IA aussi. Alors ça c'est top. T'avais quel âge du coup? Parce que là t'as 21 ans, mais t'avais quand tu commences vraiment le premier contact avec le code? Moi, les premiers contacts avec le code, c'est vraiment très très jeune. Comme je t'ai dit, c'était pour les jeux vidéo, donc je devais peut-être avoir 12 ans, genre, tu vois, on commençait à bidouiller un petit peu les logiciels, faire des trucs à droite à gauche. Tu vois, quand t'étais au CDI, le petit clic droit Inspect Element pour aller modifier les trucs à droite à gauche. Et puis voilà, on a développé comme ça. Ah, c'est cool. C'est-à-dire que ça part un peu
Bah, curieux, curieux. Est-ce que justement cette expérience-là, tu te disais ouais un jour mon rêve c'est de créer des jeux vidéo ou pas du tout? Alors moi, au début, j'étais plutôt attiré par la cybersécurité, en vrai de vrai. Et c'était un truc que du coup, malheureusement, la cybersécurité, la seule façon de pratiquer, c'est soit tu pratiques sur tes propres machines, soit tu pratiques dans un cadre qui est encadré. Et en Ouais. fait, au final, bah, tu te rends compte assez vite que tu peux pas faire grand-chose, sauf si tu veux faire des grosses bêtises. Et bon, on va pas aller sur ce genre de grosses bêtises. Du coup, voilà, quoi. J'ai vite lâché. Mais ouais, la première motivation, franchement, c'était... bah, je vais te raconter une histoire, une petite anecdote. C'est que quand j'étais tout jeune, je jouais à Minecraft et je m'étais fait hacker mon compte Minecraft. Et après, j'avais appris en fait que le mec m'avait hacké avec un script. Et du coup, j'ai dit, bah, faut que j'apprenne, quoi. J'ai Ah demandé ouais. la carte bleue à ma daronne, tu vois, pour 20 euros. Et tu sais, à l'époque, c'était ouf, tu vois. Tu demandais à ta mère la carte bleue pour acheter un jeu vidéo, ce que j'avais jamais fait avant. Et je me suis dit, non, ok, c'est fini. Maintenant, moi, il faut que je comprenne les outils, quoi. Et de fil en aiguille, bah, j'ai compris des outils de plus en plus intéressants. En partant de d'un hack, on va dire, en partant d'un hack, mais du coup c'est super intéressant parce que souvent je pose pourquoi je pose beaucoup la question sur les jeux vidéo parce que moi j'avais commencé un peu par là, je me suis dit ah ouais j'aimerais bien coder mon propre jeu et tu vois mettre tes propres options parce que tu sais les jeux t'avais toujours ce truc où il fallait débloquer et tout et on avait ce qu'on appelait les cheat codes. Je sais pas si tu te rappelles. Des fois, tu faisais Si, des si, les commandes. cheatcodes sur GTA, L2, R2. C'est ça. Et non, mais moi je trouvais ça trop cool et je pense que c'est une expérience et c'est vrai souvent comme tu dis ça commence assez jeune et même si à 21 ans on est toujours jeune et c'est ça en fait qui va être intéressant, c'est que aujourd'hui on est dans une ère où tu vois qui est assez bouleversée par l'intelligence artificielle, tout ça. On va y venir, hein, bien sûr, tout au long du podcast. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir ton premier contact avec Apple. Parce qu'à l'époque, tu étais sur PC, tu travaillais sur PC ou tu étais déjà dans l'écosystème Mac? Moi, j'ai jamais eu d'iPhone de ma vie avant il y a 2 ans, genre. Et j'ai jamais eu de Mac de ma vie non plus. Donc, je suis vraiment rentré d'un coup sec, tu vois. Ouais, team PC. C'est Et Team PC par dépit aussi, hein, parce que la vraie question de PC ou pas PC, c'est le coût aussi, qui est compliqué. Quand tu veux démarrer, c'est un investissement, quoi, aussi. c'est vrai que les PC, tu sais, bah, c'est la majorité des ordinateurs qui existent, qui permettent de faire beaucoup de choses, hein. Moi, voilà, à l'époque des PC, tu sais, moi j'allais, pareil, je suis aussi de la région parisienne, j'allais à Montgallet. Pour ceux qui connaissent, Montgallet, c'est un quartier dans le 12e sur Paris où tu pouvais acheter toutes sortes de produits, des cartes mères, J'ai fait mon premier des... PC là-bas en plus, hein. Ouais, bah pareil. Du coup, T'achètes ta tour, t'achètes ta carte graphique. Et puis, on était toujours dans la guerre du meilleur setup, tu sais. Non, moi, c'est j'ai ça, pris exact. la Nvidia, tout ça, tout ça. Et non, c'était très bien. Ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. Ça fait longtemps aussi que je suis plus dans l'écosystème PC, mais c'est vrai qu'on était je pense, un petit peu le point commun dans cette culture de la bidouille. C'est le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Et ça se voit, hein, parce que, comme dit, c'est dans la Picaste, voilà, moi j'ai toujours mes fiches, hein. Donc t'inquiète, on va y aller progressivement. Et donc ton premier contact avec Apple, comment il arrive justement? Du coup, moi, j'ai fait une première année à l'école Epitech, qui c'est une grande école et qui est juste au Kremlin, juste à côté. Et en fait, ça m'a pas tant que ça plu parce que je me voyais pas faire 5 piges dans une école d'ingé. Et pour d'autres aspects aussi qui m'ont pas plu à Epitech. Et au final, bah, je me suis retrouvé sans rien, quoi, pendant 2, 3 mois comme ça. Et il y a une amie de ma mère qui vient à la maison parce que tu sais, moi dans ma famille, rien faire du tout, c'est pas possible. Ça n'existe pas et puis c'est comme ça, quoi. Et elle vient, elle nous explique qu'il y a un truc qui s'appelle Simplon, il y a des formations qui sont sympathiques, qui sont gratuites. Et il y avait ce truc-là de 4 semaines, l'Apple Foundation. Du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, si c'est que 4 semaines, c'est pas si loin, c'est à Montreuil, moi je suis au Kremlin, bon, je peux y aller en tram. D'ailleurs, je suis allé en vélo même à un moment. Et ben,
je me suis dit pourquoi pas tenter, tu vois. C'était mon premier vrai pied que j'ai mis dans l'écosystème Apple. Et comme je te disais, en plus, moi, tu vois, je viens de loin, je viens d'un truc où c'est vraiment la bidouille, du coup, c'est des trucs de niveau bas langage, quoi. Comment expliquer? C'est des trucs où c'est pas du tout lié à Apple, quoi. Ouais, ouais. Et au final, bah voilà, j'arrive, je fais connaissance avec des gens, je touche pour la première fois mon Mac, je touche un iPhone. Je vois qu'au final, c'est des écosystèmes qui communiquent très très bien ensemble. Le téléphone et l'ordinateur Apple, c'est incroyable, quoi. Le petit truc qui m'a surpris, moi, la première fois, tu sais, c'est le copier-coller. Que tu fasses ton copier-coller de ton téléphone à ton Mac, c'est beaucoup trop utile. Ah Et ouais, ça, ouais. c'était incroyable. Et après, voilà, je commence à développer un petit peu, du coup, à cet endroit là-bas, à l'Apple Foundation. Et franchement, je me suis senti comme chez moi là-bas. Il y avait des superbes formateurs. L'équipe, elle est incroyable. La façon dont on apprend là-bas aussi, c'est quelque chose de super intéressant. Je pense que tu en as déjà parlé dans tes podcasts. C'était le CBL, du coup. Ouais, Et ça, ouais. c'est super intéressant pour les profils comme moi qui sont plutôt, disons, autodidactes. Je pense, je rentre dans ce truc-là, quoi. Et voilà, ça, c'était mon premier contact, du coup. Et une expérience, du coup, là, t'es plus tout seul parce que si je dis pas de bêtises, avant, tu travaillais dans la bidouille, on va dire, t'étais tout seul, t'avais pas, peut-être pas d'équipe. Donc là, t'avais aussi un contact parce que comme vous travaillez en groupe, voilà, comment ça s'est passé, l'intégration? Tiens, raconte-nous voilà, tes premiers jours, et parle-nous un peu du programme. Bah, pour parler un petit peu de comment on s'intègre là-bas, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent de différents milieux. Moi qui suis naturellement curieux, du coup c'était cool parce que j'ai pu découvrir des gens qui venaient par exemple de la banque, des gens qui étaient dans le domaine de l'art, euh, des gens qui faisaient de la manutention, enfin des trucs qui étaient complètement différents, tu vois, à droite à gauche. Et franchement, l'intégration, elle s'est faite super naturellement parce que comme on est tous des adultes là-bas, on est tous des gens quand même assez ouverts. Parce que c'est une expérience, quoi. C'est un truc qui est pas forcément partagé par beaucoup de gens, mais quand c'est partagé, c'est souvent des gens ultra intelligents qui vont là-bas, ultra sympathiques. Et ça veut pas dire qu'il y a des prérequis, hein. Les prérequis, je crois pas qu'il y en a tant que ça, c'est la motivation. Mais Ouais. ça, c'était une superbe intégration. On a pu communiquer entre nous, partager nos expériences sur des trucs à droite à gauche. Et puis du coup, comment ça se passe là-bas, c'est que on rentre dans une équipe qui est choisie par rapport à un thème. Moi, j'avais choisi le thème de l'écologie, donc je sais qu'il y avait le thème de la musique. Il y avait un petit peu des thèmes qui étaient à droite à gauche comme ça, assez intéressants. Moi, j'ai choisi l'écologie parce qu'en vrai, j'avais pas forcément d'idées. Et puis, je suis rentré dans un groupe et on a pu passer du coup 4 semaines à partir d'une idée. C'est-à-dire que vraiment, on avait juste une idée, quoi. On ne savait pas encore développer nos premières lignes de code, jusqu'à plus ou moins un MVP quand même, hein, un truc qui tenait la route. Hum, Et hum. c'était assez cool. D'ailleurs, moi, avec ma team, on a poussé le truc parce que on avait la chance, si tu veux, d'avoir déjà des personnes qui avaient déjà codé un peu. Donc moi, je me suis occupé pas mal du back, du coup, tout ce qui est call API, des trucs comme ça, j'ai fait un petit peu de serveur et tout. Et j'ai pu faire du coup aussi des aspects de design et de visuel qui étaient hyper nouveaux pour moi. Parce que tu sais, quand tu fais du scripting, tu t'en fous en fait de voir à quoi ça ressemble C'est vrai. et tout, tu t'en tapes quoi. Et puis par rapport au truc aussi de travailler avec des gens, c'est vrai que moi, comme je t'avais dit, moi j'ai toujours travaillé tout seul, entre guillemets, dans mes trucs. J'ai toujours en fait envoyé des bouts de code. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, même jusqu'à maintenant, c'est que j'ai un code et on me demande de le fixer, quoi, de l'arranger et de faire en sorte que le truc marche. Parce que souvent, ça part soit d'une idée, soit d'un truc qui est plus ou moins qui marche, mais la personne n'a peut-être pas les capacités techniques de upgrade le truc. Et là, du coup, c'était un projet de A à Z. Du coup, j'ai pu voir plein d'aspects qui étaient hyper intéressants, donc la méthode agile, tous ces trucs-là. Et ça, c'était vraiment une belle expérience pour ça, je pense. Ouais, en tout cas, ce programme-là, je pense qu'il t'a ouvert une autre vision, même du développement. Parce que comme tu disais, tu avais une couche beaucoup plus, quand je dis bas niveau, qui était moins interface. Parce que c'est vrai que les applications, c'est très visuel quand tu regardes. C'est vraiment de l'expérience et c'est vraiment ça. Qu'est-ce, si tu devais retenir un point, le point qui t'a le plus marqué d'ailleurs dans ces 20 jours, que tu as appris ou tu te dis, ah ouais, je savais pas du tout que c'était comme ça. Ah ouais, ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est quoi le point qui t'a marqué le plus? Moi, pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le
la facilité avec laquelle tu peux partir de rien du tout à avoir une appli. C'est-à-dire que pour moi, quand tu fais du web ou des trucs comme ça, rien que essayer de styler, c'est-à-dire avec du CSS et essayer de faire un peu de visuel et tout à droite à gauche, ça devient vite vite relou et tu sais faire des boutons, des trucs à droite, tu dois faire du JavaScript, tu dois faire du CSS, tu dois faire de l'HTML, tu as des calls serveurs et tout, des trucs un peu relous, mais en fait, l'écosystème Apple, il est tellement intelligent dans la façon de développer les API. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'une map, bah, j'appelle MapKit. J'ai besoin de faire payer des gens, ah, j'ai un kit pour ça. J'ai besoin de n'importe quoi, des trucs pour la météo, des trucs fous, quoi. Et c'est hyper rapide. Tu fais juste un appel, hop, tu fais map, tac, 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 t'as ta map. Tu veux mettre un point quelque part? Ok. Tu veux mettre un bouton? Hop, bouton. Hyper simple, hyper intuitif. Même la façon dont ça fonctionne. Donc, il y a des stacks. Donc, tu as la Z-stack, hashtag, V-stack. Et ça, c'est des trucs, bah, c'est des Lego. Et ça, c'est trop Ouais, cool pour expliquer à des gens qui ont jamais fait de dev. Et même pour un mec qui a fait du dev, tu vois, bah, c'est hyper facile et tu rentres directement dans le vif du sujet assez rapidement, quoi. Et ça, c'était cool. C'est ça que j'ai kiffé. ouais, c'est la facilité, ben avec Swift UI, hein, entre autres, de pouvoir construire justement, transformer, tu vois, c'est comme tu as dit, de partir d'une idée à un prototype quasi fonctionnel à la fin, parce que quand vous le présentez au bout de 20 jours, c'est devant un jury. T'as ressenti quoi justement quand tu arrives à la fin de ces 20 jours? Ça, c'est la première question. Et la deuxième que j'enchaîne en même temps, c'est est-ce que tu t'attendais à faire que du code pendant ces 20 jours? Alors, ce que j'ai ressenti en présentant mon appli à la fin, franchement, j'étais fier de moi parce que je me suis dit, moi qui comprends rien à tout ce qui est visuel, j'ai pu faire des remarques des fois sur par exemple des couleurs qui étaient pas bonnes ou des boutons qui étaient mal placés. Alors que en vrai, de vrai, j'ai appris tout ça en 4 semaines, quoi. Et ça, c'était vraiment un truc stylé qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'est que le design vraiment. Et par la suite, j'ai encore appris des choses sur le design, on en parlera après. Mais aussi, bah, répète juste la deuxième question, comme ça je suis sûr de bien répondre. Ouais, la deuxième question, en fait, j'allais dire, j'ai quasi oublié, mais la deuxième question, c'était, je voulais plus savoir, est-ce que tu t'attendais à ce que pendant ces 20 jours, tu fasses que du code. Ouais, ça c'est un aspect aussi qui je pense, il va revenir souvent avec les gens qui ont fait la fondation, c'est que comment on la perçoit et au début et à la fin, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que moi, qui suis issu d'un parcours qui est entre guillemets traditionnel en tant que dev, même si pas trop quoi, euh, j'ai pensé qu'on allait vraiment faire que du code. Je me suis dit, ok, bon, je vais découvrir ce que c'est que coder, on va se casser la tête pendant 4 semaines et on va essayer de faire un truc à peu près qui tient à peu près la route. Et en fait, les choses qu'on a le plus appris, c'est comme je t'ai dit, comme c'est tellement simple le code, c'est vraiment tout ce qui est autour, quoi. C'est l'idéation d'un projet. Qu'est-ce que ça implique en termes de recherche avant? Parce qu'il y a une grosse partie de recherche. Je crois que c'était à peu près une semaine, on faisait rien que de la recherche pour savoir ce qu'on allait faire dans notre appli avant même de coder. C'est-à-dire que la première ligne de code, c'était peut-être deuxième semaine, mi-deuxième semaine, quoi. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là de une formation en 4 semaines qui regroupe tous les aspects que tu peux voir quand tu veux créer ton appli, en fait. Et ça, c'était vraiment cool. C'est un gros plus, je pense, pour cette formation. Ouais, et c'est ce qui fait que cette formation, elle est aussi unique. C'est ce qui fait qu'Apple est aussi unique. C'est-à-dire que même dans la façon d'aborder la formation, ils appliquent une méthodologie qu'ils appliquent aussi hein, sur leurs produits, sur leur chaîne de fabrication, qui est le test continu un peu toujours, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font, ils montrent, ils prennent les feedbacks et ils continuent. Et le fait de commencer petit aussi, ça permet aussi de voir plus grand. Et ça, c'est comme on le voit, hein, j'en parle aussi dans d'autres émissions, c'est l'évolution de l'iPhone. Hein. Si tu prends le premier jusqu'à aujourd'hui, à l'iPhone 15 ou 15 Pro, c'est qu'une suite d'évolutions, d'ajouts, d'améliorations, tu vois, qui font qu'à la fin, tu arrives à un produit qui répond plus aux besoins des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tant que formateur, j'avais appris avec Apple. Et franchement, en tout cas, qu'ils aient réussi à retransmettre ça pour des personnes, soit qui avaient jamais codé, toi, tu avais déjà un peu codé, mais tu vois, comme quoi,
ça déconstruit en fait ce qu'on pense. Qu'on pense que ouais, moi je suis un bon codeur, c'est bon, je vais torcher le truc. Alors qu'en fait, en vrai, tu t'aperçois que ça a strictement rien à voir. Ça a strictement rien à voir. Ah, je confirme, et franchement, ça m'a appris beaucoup, beaucoup plus que ce que je pensais en 4 semaines, quoi. C'est ouf, hein. Tu sais, j'ai l'impression que je suis resté 3 mois là-bas. Quand tu regardes la formation, c'est ouf, quoi. Ouais, bah justement, en parlant de 3 mois, tu vas même nous parler des 9 mois. On va parler de l'Apple Academy. Donc l'Apple Academy, c'est l'université d'Apple que tu avais rejoint. C'était en quelle année? C'est quand que tu avais rejoint? Moi, c'est l'année dernière, en fait. L'année dernière, je suis parti en septembre et je suis resté 9 mois à Naples, en Italie, pour cette académie-là, du coup. Et Ouais, franchement, giga on va en parler. expérience, hein. Ouais, bah de toute façon, tu vas nous raconter, puis aussi à partager pour nous expliquer, mais qu'est-ce qui se passe dans ces universités, hein. J'ai eu quelques apprenants aussi qui sont passés aussi dans le podcast, qui parlent de leur expérience à l'Académie d'Apple. Donc ça se fait combien de temps après, du coup, cette formation initiale? Du coup, moi, j'ai fait la foundation. Je crois que je l'ai fini en juin-juillet, un truc comme ça. Et puis septembre, j'étais parti pour Naples, du coup, bah, Ah, t'as juste après, enchaîné. quoi. Ouais, T'as c'est ça, enchaîné. directement. Ah ouais, ça c'est top. C'est-à-dire que t'as fait un C'est petit pas bout. ralenti. Ah bah, t'as pu Direct. enchaîner parce que il y a des cycles, parce que comme il y a des cycles, la formation, elle est sur 9 mois. En tout cas, elle se passe à Naples, en Italie, de septembre jusqu'à juin, je crois. C'est l'équivalent d'une année scolaire, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. En fait, on a commencé à peu près fin septembre et puis on a fini à peu près fin juin, quoi. À peu près. Et puis, ouais, c'est une année scolaire en fait, parce que t'es avec des gens qui sont dans des études aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont en Italie là-bas, il y en a qui sont dans leur cycle, par exemple, de L2 ou L3, L1, master. Et en fait, Et il ils y a les peuvent devs de l'autre ajouter côté. ça, quoi. Ouais. Non, parce qu'en fait, ils peuvent ajouter ce Non? truc-là à leurs études si tu veux. Ah, ils peuvent Du coup, l'ajouter. c'est ça, c'est comme si tu pouvais avoir des crédits pour valider ton diplôme, en plus en rajoutant cette spécialité, entre guillemets. Et Hmm. ça, c'est un aspect que je pense que les gens, ils ont pas tous compris, mais en parlant avec les Napolitains, tu comprends cet aspect-là, du coup. Waouh, en tout cas, cette expérience, parce que 9 mois, là maintenant, t'es chez Apple, t'es plus en France, là, t'es vraiment chez eux. Et comment ça se passe là pour le coup? Parce que maintenant, là, tu sais que tu vas être dans une formation longue, peut-être avec un objectif de devenir justement développeur iOS. Si tu peux nous raconter aussi, voilà, comment ça s'est passé ton parcours jusqu'à jusqu'à la fin. Du coup, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'arrive à Naples, on est mi-septembre, comme ça, je découvre un peu la ville tranquillement. Et puis, je vais, du coup, pour faire ma rentrée. Du coup, à ma rentrée, je découvre un peu ce que c'est que l'Apple Academy. Il nous faut une présentation, toujours avec l'a priori dans ma tête de me dire, ok, je vais arriver là-bas, je vais quand même assez faire du bac parce que, en fait, c'est le truc dont je suis issu, tu vois, même si j'ai exploré d'autres trucs. Et du coup, au fur et à mesure des mois, on apprend, puis au final, tu te rends compte que tu fais pas tant que ça du bac, tu fais pas tant que ça du dev pur, mais tu fais beaucoup de l'intelligence sur ce que c'est sur ce que c'est que vraiment développer une application. C'est-à-dire que tu vas aborder des sujets comme les business, qu'est-ce que c'est qu'un business model? Qu'est-ce que c'est que faire un MVP? Hmm. Est-ce que tu es obligé d'avoir ton appli qui est faite de A à Z pour pouvoir la présenter? Et en fait, pas forcément. Tu vas aussi apprendre des trucs sur le design. Et tu sais, moi, je vais te dire un truc. Je pense que c'est le truc que j'ai le plus utilisé là-bas, c'est les mentors, parce qu'ils ont une connaissance sur le design qui est incroyable. C'est des monstres, hein. C'est des mecs, ils ont fait des Ouais. doctorats, des trucs de fou, tu vois. Et toi, tu arrives là-bas, tu découvres ça et tu utilises des ressources tous les jours, quoi. Chaque jour, il y a une nouvelle activité, il y a un nouveau truc à faire qui est hyper intéressant. Tu as des interventions de personnes qui sont vraiment bien placées. Euh, je vais pas forcément rentrer dans spécifiquement ce qu'on a pu faire là-bas, mais ce que je peux te dire, c'est que vraiment, on a découvert beaucoup d'aspects et en 9 mois, encore une fois, c'est hyper condensé parce que c'était que 4 heures par jour, si tu veux. Donc, tu as du travail, bien sûr, à la maison parce que c'est pas des devoirs, hein, c'est juste qu'en fait, tu avances sur des projets et qu'un projet, c'est pas 4 heures, quoi. Tu es obligé de t'investir un petit peu à droite à gauche, quand même, de pouvoir faire de la recherche perso.
je vais pas dire que c'était quelque chose qui était trop prenant, parce que quand même, j'ai pu découvrir Naples, j'ai pu découvrir l'Italie. Franchement, c'était assez souple. Par contre, quand tu rentrais dans les périodes où tu devais vraiment finir ton appli, vraiment fignoler les trucs à droite à gauche, c'est là où ça a commencé à être tendu. Du coup, tu avais des deadlines, tu avais aussi cet aspect-là que en fait, bah, tu rends compte quand tu commences à travailler, je pense. En tant que développeur, sérieusement, c'est ça la vraie vie du développeur, quoi. C'est ta On- deadline et il faut achever ce truc, quoi. bien sûr, et ce qu'on n'a pas le temps de voir en 20 jours, parce qu'en 20 jours, tu as ce qu'on appelle l'overview, c'est-à-dire que tu as la vue d'ensemble de la construction d'un projet. Et là, quand tu es à l'Apple Academy, là, tu es vraiment avec des gens, soit qui sont spécialisés, comme tu disais, sur le design, aussi sur les parties technologie aussi, parce qu'il y a plein de technologies, de frameworks, d'outils sur les applis. Et je pense que c'est là qu'on commence à comprendre. Tu vois, tu vas nous parler de comment tu es devenu développeur, qu'est-ce que ça t'a permis, justement, parce que quand tu passes par l'université Apple, je vais pas dire c'est le top niveau, parce que tu vois, c'est différent d'une école d'ingénieur où là, tu vas peut-être aller plus en profondeur, par exemple, sur des concepts liés à l'algorithmie ou l'architecture. Et par rapport à ça, je voulais aussi, alors ça c'est une question, c'est vraiment pour moi, est-ce que euh, ils sont vraiment aussi disponibles que ça? Parce que j'ai eu des retours que, ouais, ils te laissent un peu faire ce que tu veux, et puis si tu vas pas au bout, c'est pas grave. Et genre, des retours que j'ai, hein, peut-être que je me trompe, on me dit qu'il n'y a pas trop de suivi. Est-ce que toi, tu as eu cette expérience? En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis quelqu'un qui suis habitué à aller dans des endroits où il y a des mecs qui font de la tech. Et du coup, je sais comment ça fonctionne dans le sens où il faut utiliser les ressources qu'on te donne. C'est-à-dire que si jamais tu vois que quelqu'un n'est pas trop présent à droite à gauche, va courir et occuper, si tu en as besoin, il va falloir que tu le demandes. Et ça, je pense que c'est l'aspect que beaucoup de gens n'ont pas compris à l'académie, c'est que les mentors, ils sont disponibles si tu les demandes. Et du coup, moi, en fait, au final, je suis juste devenu pote avec eux, limite. Et ce qui se passait, c'est que je pouvais vraiment, vraiment profiter un maximum de ce truc-là, où j'ai découvert ce que chacun pouvait m'apporter, quoi. Dans quoi est-ce qu'ils étaient forts, dans quoi est-ce que, quel genre de ressources je pouvais utiliser aussi. C'est-à-dire que l'expérience à l'académie, c'est aussi un truc qui est très personnel et où tu es très très libre dans ta façon d'apprendre. Et comment tu en ressors, c'est aussi est-ce que toi tu as fait l'effort d'essayer de trouver quelque chose là-bas? C'est-à-dire que si tu viens Hmm. là-bas pour valider un diplôme, pour valider je sais pas quoi, quelle est ta motivation, mais c'est pas utile. C'est pas utile de faire ça parce que le vrai travail de dev, c'est aussi de toujours se pousser, toujours se pousser à être curieux, pour découvrir des nouvelles technologies. Tu vois, par exemple, là, on était sur des trucs de game design à un moment. Et en fait, moi, le game design, c'est même pas un truc qui m'intéresse, tu vois. C'est un truc, franchement, je serais passé outre, tu vois, c'est pas du tout un truc intéressant pour moi. Et au final, j'ai rencontré des aspects dans le game design qui sont hyper intéressants pour le développement d'applications. Par exemple, Ouais, la monétisation. Par exemple, tout ce qui est des mécaniques de jeu, en fait, parce que les mécaniques de jeu, tu peux gamifier aussi des applications. c'est Moi, je vrai. connais des applications dans la banque qui ont gamifié complètement. Et ça, c'est un aspect que, en fait, les gens, s'ils ne vont pas s'ouvrir à ce qu'il y a en face, ça, c'est compliqué dans le domaine du dev. Il faut s'ouvrir. Et moi, par rapport à mon expérience, non, moi, j'ai une expérience vraiment où les gens étaient toujours là pour moi. Mais quand je te dis que je suis devenu pote, je suis vraiment devenu pote pour le coup, avec toute l'équipe. C'est-à-dire que même les mecs qui s'occupaient de l'IT, en fait, on est devenus potes. Et ça m'a vraiment aidé énormément dans l'apprentissage, en fait, si tu veux. Ouais, dans l'apprentissage, c'est pour ça qu'après, on va y aller vers le monde professionnel juste après sur l'importance du réseau, en fait, de rester connecté avec les gens. Parce qu'on peut pas, moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu vas avancer, tu peux pas dire j'ai tout fait tout seul. Tu vois, dans un parcours. Il y a forcément des gens qui étaient sur le chemin. Il y a toujours des gens qui t'apportent forcément des choses. Et ce qui est top aussi, ce que j'ai vu, parce que moi, j'y suis allé à Naples pour rendre visite à mes premiers étudiants qui étaient là-bas. Expérience qui était complètement incroyable. C'était en novembre 2019 et franchement, vous êtes bien là-bas. Franchement, je vais pas mentir, je suis pas là pour faire de la pub, mais vous êtes bien accueillis, vous êtes bien entourés, vous choisissez votre rythme de travail, soit l'équipe du matin, soit l'équipe de l'après-midi, selon comment vous voulez vous organiser.
et, euh, et vous avez accès à des ressources. Mais pour moi, c'est une expérience qui est assez incroyable et souvent que je regrette que bon, Apple n'en fait pas spécialement de la publicité. C'est-à-dire que on parle beaucoup des produits, hein, comme tu sais, les iPhones, les Vision Pro, par exemple. Mais derrière, il y a énormément de choses qu'Apple fait un petit peu en back-office. Je pense qu'il mérite d'en parler. C'est pour ça que je le fais dans l'Appicast. Et c'est pour ça que je voulais justement que tu nous partages ton expérience. Du coup, tu mettrais quoi comme note sur, sur 10 sur ton Ah, moi, expérience? je pense que comme je t'ai dit, moi, je suis biaisé parce que je suis devenu pote avec les gens de là-bas. Donc, franchement, je pourrais te mettre un bon petit, allez, c'est quoi, je vais dire un 9 parce qu'il y a toujours possibilité d'améliorer des trucs. Mais moi qui ai vraiment utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser là-bas, franchement, c'était incroyable. Tu sais, il y a des trucs. Des fois, on a exploré même la musique, quoi, en fait, parce que c'est aussi un aspect qui est dans ta musique. Comment est-ce que tu vas la placer, ton son, pourquoi est-ce qu'il vient à ce moment-là? Ça, c'est des trucs. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a fait ce parcours-là, mais moi, c'est un 9 pour moi. Franchement, c'était incroyable. 9 sur 10 parce qu'on dit, voilà, Ah, il y a clairement. toujours des choses à améliorer. Donc, on sait que c'est un 9,5 plus. On va dire ça comme ça. En tout cas, non, c'est super cool hein, de partager ton expérience. J'espère que ça va motiver aussi d'autres étudiants à se dire, OK, chez Apple, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment on peut faire? Sachant que tu sais qu'Apple met aussi beaucoup à l'honneur les étudiants. Je sais pas si vous en avez parlé de ça quand tu étais à l'académie. Parce que chaque année, tu sais, quand il y a les conférences d'Apple, il y a le Student Challenge où tout le monde peut participer. Est-ce que toi, tu avais pensé à participer à ce challenge? Alors, moi, j'ai pas pu participer parce que je me préparais pour autre chose qui s'appelle une interview chez Apple. Et du coup, j'étais un peu sur autre chose. Mais d'ailleurs, bah, c'est super que tu parles de ça parce qu'en fait, maintenant, là, tout de suite, au moment où je parle, bah, en fait, il y a ce Student Challenge qui est renouvelé. Et il y a des trucs super sympas à gagner. Et franchement, je pense que je vais y participer cette année. En tout cas, moi, je serais ravi de te suivre, hein. Donc, le lien, hein, il est dans la description, hein, si vous voulez suivre aussi et vous abonner au compte de Camille. En tout cas, ça serait avec plaisir. Mais en tout cas, tiens-nous au courant. Comme ça, je ferai des petites vidéos et tout sur la chaîne à prendre suivre, tu vois, pour parler aussi de ça et puis raconter aussi vos histoires. En tout cas, l'expérience avec Apple, elle est vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, déjà, merci déjà de nous avoir partagé cette expérience-là. Je vous rassure, on n'est pas à la fin du podcast parce qu'il y a des tonnes encore de choses encore incroyables que Camille va nous partager. Parce que ça, c'est l'expérience Apple. Ici, dans l'Appicast, on parle d'histoires inspirantes et de parcours. Juste pour finir sur cette partie-là, on est en 2024 aujourd'hui. Est-ce que tout ce que tu as appris justement avec Apple, ton expérience passée, est-ce que tu le mets en pratique, en place pour tes projets actuels et à venir? Alors moi, personnellement, je fais de la freelance. Après, c'est pas de la freelance comme on peut entendre. La façon dont je le fais, c'est que je suis très très proche de beaucoup de gens qui ont des projets dans le Web3. Et du coup, bah, il y en a beaucoup qui veulent se diriger vers des applications. On va dire que c'est comme si que je faisais du consulting. Donc ça veut dire que c'est des petits bouts de code dont ils ont besoin. Par exemple, je peux leur envoyer. Je peux aussi leur expliquer, par exemple, ce que c'est que les app clips, ce qui est hyper utile, par exemple, pour des fois des Ouais, restaurants, des ouais, gens comme ça, quoi, qui en ont besoin. Du coup, globalement, moi, ce que je fais dans le domaine professionnel, c'est du consulting qui est vraiment ponctuel, pour l'instant. Et ok. ça, c'est un aspect qui est très cool parce que, enfin, globalement, je suis devenu ready en 2 mois, quoi. Enfin, en 2 ans, pardon. En 2 ans, directement, domaine du taf. Comme je t'ai dit, en plus, l'interview chez Apple, ça, je sais pas si tu veux l'aborder, mais ça, c'est Ah, incroyable, tu quoi. peux en parler, tu peux en parler. Ouais, bon, moi, Ah non, ça c'est on pas est là, on est fini bien. sur, ça s'est pas fini sur du. Si, en fait, ça s'est fini sur du positif. Et je vais te dire pourquoi. Du coup, moi, je suis là dans mes 6 mois l'Apple Developer Academy à Naples. Et au bout de 6 mois, je postulais, moi. Je postule toujours et j'ai pas de problème avec ça. Mais je postule que à des trucs où je pense que je pourrais tenir la route. Et j'ai postulé sur le site d'Apple, Apple Career, du coup. Je reçois un petit mail, est-ce que tu serais disponible pour avoir un phone screening? Donc phone screening, c'est l'appel tout simple avec la RH.
tranquillement. Bon, ça se passe très bien, l'appel passe, elle me donne un autre rendez-vous. Et là, on arrive à un rendez-vous, du coup, avec une team qui était en France, quoi, du coup, à Paris. On arrive sur un entretien. Franchement, ça se passe super bien. Il me parle de trucs. Qu'est-ce que je fais moi comme projet personnel? Voilà, je parle de mon expérience à Naples. C'était pour un job de plutôt du UI, SwiftUI, Quick Look, je crois, un peu, à l'époque, ou File. Ouais, c'était un truc comme ça. Ouais, je Et connais bien cette équipe. je Je pense que connais tu bien connais cette l'équipe en équipe. plus, de toute façon. Donc, Ouais, je connais bien l'équipe. et je suis arrivé là-bas et sur cet entretien-là, moi je pense que ce que j'ai foiré, c'était tout l'aspect qui était sur l'objectif C et des trucs que j'ai vraiment pas abordés. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le dire, c'est que c'est des trucs qu'on va pas aborder à Naples ou à l'Apple Foundation Programme. Ça, c'est des technologies. Honnêtement, moi, des petits 2 ans que j'ai sur Apple, ma vision sur ces Objective C et UIKit, c'est que c'est des trucs qui commencent à plus trop être révisés autre que par des gens qui sont déjà depuis longtemps avec ces technos-là, du coup, bah, Apple forcément, et des applis qui sont assez anciennes. Mais du coup, voilà, j'ai pas réussi pas mal de questions sur ça. Mais ce qui a été intéressant, c'est que moi, tu vois, sur les interviews, quand je vais, je suis toujours hyper honnête avec les gens. Et du coup, je leur dis, bah, je sais pas. Mais par contre, donne-moi des liens pour essayer de comprendre ce que c'est. Explique-moi qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Et ça c'est un truc dans les jobs. Et je pense que c'est important aussi de le partager avec les gens. Il faut aussi demander, quand vous foirez une interview, pourquoi est-ce que vous avez foiré. Parce que C'est ça vrai. c'est hyper cool, quoi. C'est important. C'est important, ça permet de se remettre aussi en question et puis de s'améliorer, de se dire, ah bon, j'ai raté sur tel point. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour que la prochaine fois, voilà, je sois prêt. Je fais juste une petite parenthèse, parce que tu vois, toi, tu as passé un entretien. En fait, on a passé l'entretien dans la même équipe. Alors moi c'est juste parce que moi, je m'étais trompé, c'était pas du tout pour le même poste. Moi, tu sais, j'ai vu ingénieur dans l'intitulé et je me suis dit, ah ouais, vas-y, je vais tester aussi de rentrer chez Apple. Tu vois, et je me dis, ouais, bosser pour Apple, vraiment en interne, ça doit être un truc de fou. Sauf que le poste, c'était QA Engineer. Donc QA, c'est Quality, Assurance Qualité, je crois, c'est ça. Hein. En gros, c'était testeur. Donc, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. je fais l'entretien et tout. Et en gros, on m'a dit, hey, t'es pas à la bonne place, en fait. Et donc, ils m'ont quand même respecté. Hein. C'est-à-dire que j'ai quand même fait l'entretien. Et après, très vite dans l'entretien, on m'a dit, toi, t'es plutôt software ingénieur, tu vois, donc ingénieur logiciel. Et tu vas t'ennuyer, tu vois, on m'a dit ça comme ça. On m'a dit, c'est bien, t'as vu, tu sauras faire le job, mais au bout d'un moment, tu vas te lasser, tu vois. Puis, c'est vrai que moi, c'était plus l'aspect dev, tu vois, software, tu vois, qui m'intéressait. Et je pense que c'est pour ce type de poste-là, je pense que tu aurais postulé, tu vois. Mais je pense que c'est hyper intelligent la façon dont ils recrutent chez Apple. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est pas trop la même façon que les autres boîtes. Dans le sens où eux, ils ont une intelligence de où est-ce qu'ils te placent et pourquoi est-ce qu'ils te placent. Et ça, c'est vraiment hyper cool parce que des fois, tu te retrouves dans des offres de job. Je te dis, par mon expérience, j'ai vu une offre de job avec 30 ans d'expérience dans la blockchain. C'est-à-dire que sur Ah la fiche de ouais, poste, il y avait écrit... Oui, mais ça n'existe pas en fait. C'est juste pas possible. Genre. Et ça, c'est ce que j'allais dire. Et ben, c'est les RH qui sont complètement déconnectés des fois. Et du coup, c'est pour ça que c'est intelligent, la façon dont Apple le fait, c'est que les RH comprennent quel est le recrutement et pourquoi est-ce qu'il faut le faire à tel endroit, à tel moment. Il y a toute une stratégie derrière ça. Ouais. Et c'est pour ça que moi, Apple, franchement, c'est une boîte que je vise et que dans les prochaines années, ben, on va essayer de se motiver à trouver ça, quoi. Ben, franchement, la vérité, c'est que Apple, ils savent ce qu'ils prennent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent en même temps ce qu'ils veulent pas. Mais en tout cas, quand ils savent ce qu'ils veulent, ils vont prendre le temps. Hein. C'est pas grave si c'est tout de suite. Tu sais, il y a des postes, tu vas sur jobs.apple.com, tu vois toutes les offres d'emploi mondiales et tout. Les offres d'emploi, c'est du storytelling. C'est-à-dire, tu regardes l'offre, le poste, c'est le poste de rêve, tu vois, c'est le truc incroyable, tu sais, quand tu lis le job. Mais en même temps, les skills qu'ils cherchent, c'est très précis. S'ils trouvent pas, c'est pas grave. On a le temps. Tu sais, quand j'ai posé la question à Apple, ouais, ben vous cherchez sous combien de temps?
Tu sais, souvent, dans les boîtes classiques, on va te dire, ouais, on cherche quelqu'un dispo ASAP, c'est-à-dire vraiment tout de suite, ou sous 3 semaines. Apple, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, oh non, tranquille, hein, quand tu peux. Si c'est dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'ils sont même pas pressés. Tant qu'ils ont trouvé la bonne personne, c'est bon. Sinon, tranquille, on continue à chercher. Il y a des postes qui étaient ouverts. Notamment, bah, on sentait venir ARKit et Vision Pro et tout ça arriver, mais un poste, il cherchait un ingénieur VR AR, tu vois. Le poste, il est resté pendant 1 an, il était ouvert. Donc je pense que ça leur permet quoi? Ça leur permet de récolter des CV, tu vois, ils récoltent des CV, et puis tranquille, voilà. Quand on a trouvé, on prend. Donc je te rassure, hein, t'inquiète pas, ton tour viendra. Il y a des choses, faut regarder, et puis si tu as des contacts en plus direct chez Apple, ça peut être bien. Parce que moi, ça a été un peu le cas, hein. Pour pas mentir, c'est un contact de chez Apple qui m'a mis en connexion directe avec les équipes files, fichiers Bah d'Apple qui n'étaient pense pas que j'ai parlé. le maintenant je pense que j'ai entre guillemets le contact parce que du coup ce qui s'est passé c'est que après il y a eu Hafid, je pense que tu le connais Ouais, et Feed, il est cool. c'est ça et du coup bah en fait on littéralement on a échangé des mails après sur des trucs entre nous et puis moi j'aimerais bien tu vois l'Advance, je sais pas si tu en as parlé, je crois que tu en as parlé. Je sais pas encore. Alors, Euh, j'en ai pas parlé, mais je pourrais en parler un petit peu à la fin. À la fin, si Ouais, tu non, veux. même pas, c'est juste pour te dire que moi, peut-être dans le cas de l'Advance, potentiellement faire une alternance chez Apple, ce serait hyper sympa, tu vois. Ouais. Bah, si tu veux, bah, je fais une toute petite parenthèse sur ça parce que tu me tends la perche. En fait, l'Advanced Apple Foundation Programme, c'est le troisième niveau. C'est-à-dire que toi, tu as fait. Non, tu pas fait l'Extended, qui était le niveau 2. Toi, tu allé direct à Naples. Ouais, moi j'ai sauté, je suis direct allé à Ouais. Naples, direct. Ouais, bah, du coup, bon, Naples, c'est le Golden Ticket. Tu vois, c'est encore après. Mais l'Advanced, c'est le programme d'alternance. Donc, c'est le premier programme d'alternance où j'ai eu la chance d'être premier formateur de ce programme, pour permettre justement à ceux qui veulent apprendre d'avoir à la fois des développeurs iOS à la fin et aussi d'avoir un diplôme. Parce que tu sais qu'en France, on est très attaché au diplôme. Donc, c'est quand même un diplôme Bac+3 de concepteur développeur d'application. Donc, moi, je le dis parce que j'ai travaillé sur la création de ce programme-là avec Julie, que je salue au passage, et qui était une de mes plus grandes fiertés aussi quand je suis devenu formateur. Parce que tu vois, toi, tu as eu cette chance de pouvoir être propulsé à Naples. C'est-à-dire, toi, tu as fait la continuité des 20 jours, donc tu n'as pas eu le temps d'attendre. Mais il y a des gens, ils font les 20 jours et après, on dit, ouais, on va faire quoi maintenant? T'as vu, on est là, vas-y, je vais retourner à l'école ou faire la pizzeria ou je sais pas. Et, et tu vois, qui ont envie de continuer, mais qui n'ont pas cette chance. Et je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi ne pas réfléchir à un programme d'alternance dans lequel les apprenants pourraient à la fois continuer à se former sur un programme qui est plus long et avoir accès aux entreprises et tous les bénéfices, avoir son diplôme et à la fin être développeur. Pour moi, c'était le meilleur truc. Alors, c'est comme tout, sélection oblige, c'est-à-dire il y a des critères euh, de sélection. Mais moi, ce que je pourrais te recommander dans la démarche dans laquelle tu es, c'est que le programme Advance, il pourrait donner ses garanties. Alors attention, je fais encore une petite remarque. Apple, ils sont dans une politique d'inclusion aussi. Donc, ils veulent laisser aussi plus la place aux femmes. Donc, forcément, ils vont être d'abord regardants s'il y a des femmes qui veulent dev et tout. Ils vont quand même regarder. Je te dis pas que c'est pas le cas pour toi. Je dis pas ça, hein. Mais je dis ils sont très proches aussi de leurs valeurs, parallèlement, tu vois, aux besoins de recrutement. Non, mais Mais ça, ce que je... je l'ai vu, c'est très très cool en plus cet aspect-là, tu vois. Dans la tech, il y a vraiment pas beaucoup de femmes, hein, surtout en France, je pense que c'est encore pire. C'est Et clair. c'est hyper intéressant de pouvoir les intégrer. Et moi, tu vois, quand j'étais à Epitech, dans ma promo, je crois qu'on était 300 à peu près. Et il devait y avoir genre 7 8 meufs, tu vois. Et c'est une dinguerie quand tu te rends compte de ça. Et tu dis, bah, faut vraiment l'ouvrir. Et même si, en fait, on fait de la discrimination positive, mais moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. C'est ce qu'il faut faire. Moi, Y a pas... je suis complètement en phase. Je suis complètement en phase avec ça. Parce que souvent, on va voir l'image, tu vois, les mecs, c'est les tech et les filles, c'est le marketing, tu vois. Ça, c'est peut-être dans la construction, tu vois, dans peut-être de préjugés ou je sais pas. Peut-être que la majorité, ça intéresse pas les filles, hein, peut-être. Mais je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose vraiment qui permet à n'importe qui, quel que soit
ton genre, quel que soit d'où tu viens, le code, c'est vraiment pour moi universel. Et je pense qu'Apple, ils sont vraiment à fond sur ça, sur l'émancipation, sur, tu vois, permettre d'être libre, tu vois. Franchement, moi, j'adore ce programme. En tout cas, moi, je te souhaite sincèrement, si tu peux avoir cette expérience un jour, franchement, tu vas voir, c'est incroyable. Bosser chez Apple, c'est élitiste, peut-être pour certains. C'est une petite niche, mais c'est un truc qui est incroyable. D'ailleurs, j'en profite pour un message pour les femmes qui veulent être développeuses. Dans l'épisode 5, j'ai interviewé Tracy, qui parle de son parcours, tu vois, parce qu'elle a été maman entre-temps dans le Covid, donc je vous recommande de voir l'épisode 5. Son parcours en tant que femme développeuse iOS, il est incroyable. Et j'aimerais avoir plus de témoignages aussi de parcours de femmes dans cet univers, parce que comme tu le disais, peut-être à défaut, c'est un univers qui est très masculin. Tu vois, la preuve, tu vois, les épisodes que j'ai fait jusqu'à maintenant, bah, c'est que des hommes. Pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait des femmes, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que il y a une réalité qui est que ce métier-là, il est quand même masculin. En tout cas, je te souhaite que Apple entende ce message. Et aussi un petit message, parce que tu parlais d'Afid. J'aimerais bien avoir Afid dans un épisode de l'Appicast. Ah, là, je te dis la vérité. Si j'arrive à avoir quelqu'un de chez Apple, alors, je vais pas demander, tu vois, qu'il nous parle de comment, tu vois, des trucs confidentiels et tout ça. Mais, tu vois, c'est quoi la vie chez Apple, tu vois? Moi, je pense que ouais, ça pourrait être super cool à partager. Moi, je sais pas, d'ailleurs, si tu as parlé avec des gens de chez Apple et qui te parlent un peu de leur parcours, est-ce que t'as des trucs à nous partager en attendant? Je pense que tu sais très bien de qui tu parles. Non, je dis Bah, rien, je dis rien. On va pas nommer hein, s'il faut, mais non, mais on est-ce peut nommer que, en plus. On peut nommer, c'est OK parce que c'est passé dans les journaux après. Donc, de toute façon, bon, c'est alors OK. vas-y, on déballe tout Euh, dans la Picast, on déballe, allez, alors, on y va, on bon, envoie. alors, on va parler d'un truc qui est pas personnel, mais il y a quand même Tim Cook qui est venu à l'Apple Developer Academy, qui a reçu le diplôme de là-bas. Voilà, c'était super cool, on a pu le voir. Moi, j'ai pas pu prendre de selfie avec lui, mais il y a beaucoup de mes potes à moi qui ont pu. Et moi, j'ai eu la visite d'une femme qui s'appelle Lisa Jackson, qui Ah, est... Lisa, elle est incroyable cette femme, euh, elle est incroyable. c'est c'est ouf parce que quand tu te rends compte du truc, quoi, j'étais 6 mois là-bas, 6, 7 mois, j'arrive comme ça, on se rend compte que déjà, il y a Tim Cook qui est passé, puis là, on a la vice-présidente d'Apple quand même qui passe, et je finis en interview avec elle, avec des journaux italiens du coup de là-bas. Si vous parlez Incroyable. italien, vous pouvez essayer de chercher, vous allez pouvoir trouver, mais c'était hyper intéressant parce qu'on sent vraiment que c'est des gens qui ont une vision. Et Ouais, ils ont une ça, vision ça c'est ouf, c'est ouf. incroyable. Parce que tu le vois quand ils te parlent, qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et en plus, tu sais, souvent, moi, tu vois, qui suis issu un peu du truc de cybersécurité et tout, on a une mauvaise vision sur les gens qui sont, entre guillemets, dans les grosses boîtes, tu vois. Mais pour le coup, Apple, j'ai complètement changé de vision sur eux parce que ça se voit que c'est des gens qui sont humains et qui veulent vraiment être au contact à droite à gauche, quoi. C'est ouf. Il te considère quand il te parle. C'est-à-dire que la meuf, bah, on lui a serré la main, elle nous a demandé comment ça va. Moi, en Ouais. plus, à l'époque, j'avais des offres de job et tout. Elle m'a dit, ah, bah, c'est trop cool, je suis hyper content pour toi et tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que, tu vois, qu'elle ait juste considéré écouter ce que je lui dise, alors qu'en fait, moi, je suis pas grand-chose, tu vois, à l'époque. Et toujours, je suis pas grand-chose par rapport à elle. Mais qu'elle ait considéré ce truc-là et considéré en plus les retours qu'on fait des fois. Et tu sais que moi, j'ai pu rencontrer aussi des gens qui pourraient leur faire des retours sur l'expérience là-bas. Mais c'est incroyable. En très peu de temps, je suis rentré dans l'écosystème. Enfin, c'est fou, quoi. C'est vraiment ouf. Et c'est quoi, cette femme, elle est incroyable. J'en ai parlé dans une émission précédente. Cette femme, je l'ai rencontrée 3 fois dans ma vie. Elle est incroyable. Elle parlait de son parcours avant d'arriver chez Apple. Elle travaillait dans le gouvernement de Barack Obama. Donc elle était plus politique, tu vois. Et elle racontait des histoires, comment elle avait vécu, tu sais, le 11 septembre aux États-Unis. Oh là là, elle était enceinte, tout ça. Elle parlait tu vois, en tant que femme, tu vois, vraiment du point de vue de la femme, c'est une femme forte, c'est une femme qui a de la vision.
Et je pense qu'Apple, ils sont pas trompés, hein. Faut qu'elle soit vice-présidente d'Apple, surtout sur toute la partie écologie. Donc Lisa Jackson, pour ceux qui avaient vu la dernière keynote, elle était assise à table, tu sais, avec Mère Nature. C'est quand ils avaient présenté, tu sais, le projet zéro carbone et tout ça. Elle est vraiment incroyable, cette femme. Je l'ai vue une fois en physique. C'était à Paris. Elle était venue à Montreuil. Et elle allait à Vivatech après. Et la deuxième fois, c'était à San Francisco, à la WDC 2019. Incroyable. Et la troisième fois, c'était en visio, avec le boss Éducation Monde. Incroyable. Et ce que tu dis, c'est qu'ils se mettent à ton niveau. C'est ça qui est ouf. Il y a une humilité. Tu vois, tu ressens pas ce gap de tu sais, vice-président, tu sais, cette hiérarchie-là, tu la ressens pas. Et quand ils viennent vous voir, ils vous posent des questions, c'est vraiment pour de vrai, ils ont vraiment envie de voir ce que vous avez fait, tu vois, ce que tu es capable d'accomplir. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était grosse dédicace, grosse dédicace à ces personnes-là. En tout cas, Bah, c'est c'est l'idée de cool qu'ils vous Genius, tu vois. transmettent ça. Ouais. C'est l'idée de Genius. Quand tu vas chez Apple, tu fais réparer ton tel, tu vas chez qui? Bah, Genius Bar, tu vois. Ça, Ouais. c'est ouf. En fait, ils considèrent vraiment chacun de leurs employés et ils considèrent aussi chacun des êtres humains. Et ça, c'est Ouais. un truc qu'on retrouve pas souvent dans la tech et franchement, bravo à eux. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu vas en Apple Store, même dans les boutiques, on dit pas vendeur. Tu vois, je vais voir le vendeur. Non, je vais voir le spécialiste. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des spécialistes. Tu vois, les Genius Bar. Les gars qui te forment, c'est les créatives. Il y a vraiment cette valorisation, tu vois, de la personne, de ce que tu fais. Et c'est comme on dit, tu as vu, c'est pas des vendeurs à la Fnac. C'est des gens qui vendent du matériel Apple. Souvent, c'est des passionnés aussi. Ils aiment la marque. Mais ils ont même pas besoin. Tu sais, il n'y a pas de commission. Ils ont pas de prime en vendant des ordis. Généralement, les gens, ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent. Oui, bonjour, je voulais prendre le M1, un truc. Ou ah, tiens, je vais prendre ça. Pas de commission, cool. Non, c'est pas une boîte comme les autres. Et c'est pour ça, parce qu'on dit ça, on dit l'exemple d'Apple, parce que le mindset, il est plutôt américain. Tu vois, il est pas français. Donc nous, on voit ça comme un truc extraordinaire. Mais pour eux, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Donc, mais en tout cas, c'est cool que tu nous partages ça. C'est vrai que là, voilà, on vous a embarqué, hein, chers auditeurs, hein, dans cette aventure incroyable. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent Apple, qui travaillent, qui sont développeurs ou juste amateurs, ce podcast, il est aussi fait pour vous. Merci Camille pour ça, parce que tu sais que c'est pas fini. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient que ça finisse. Non, t'aimerais que ça finisse? Moi, j'ai encore des questions. Parce que tout ça, c'est bien Apple. Mais tu n'as pas fait que ça. Parce que tu nous as parlé, on a commencé en introduction, on a parlé de blockchain. On a parlé de Web3. On va parler de machine learning, d'intelligence artificielle. Comment tu te retrouves là? Qu'est-ce qui te fait que tu te retrouves dans cet univers-là? Ben, moi, c'est la bidouille, comme d'habitude. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, bah, je suis le premier à y aller. Je suis le premier, et puis, bon, premier, tranquillement. Mais j'ai commencé avec des trucs de fou parce que je pense que même si je te cite des noms, Vekugan et Clip, ça, c'est des trucs que personne connaît. Mais Non, je connais pas. moi, bah, en fait, c'est des trucs de génération d'images, si tu veux, et Mais qui étaient déjà justement, plus ou moins en vidéo. Et en plus, ça je, fait un lien avec ce qui se passe actuellement. Donc, je te tu vois. coupe, je te coupe volontairement. Déjà, est-ce que tu peux nous introduire? Parce que moi, je vais pas te mentir, je sais pas exactement le Web3, comment le définir. La blockchain, je sais que c'est une technologie, mais bon, moi, je suis encore novice. Mais si tu peux voilà, nous expliquer un petit peu Ok. qu'est-ce que c'est et après, voilà, quels usages on peut en faire. Alors moi, je vais essayer d'être le plus simple possible. Alors, la blockchain, c'est très simple. C'est l'idée que tu puisses inscrire des choses dans un carnet. On va commencer par un carnet. Tu inscris des choses dans ton carnet et tu peux vérifier que l'information qui est écrite juste avant ton carnet, elle est vraie. Très simple. Ça, c'est une blockchain. Si tu le Ok. fais avec un carnet, un papier, c'est une blockchain. Ensuite, après, tu as la couche technologique. Du coup, nous, on a commencé à le faire avec Bitcoin. Donc Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui peuvent s'envoyer d'un point A à un point B quelque chose qui s'appelle des Satoshi, qui sont une division de Bitcoin. Alors ensuite, on va aller un peu plus loin. On arrive sur le Web3 qui commence réellement, c'est-à-dire les NFT, les tokens, ce genre de choses.
On va faire super simple encore. Qu'est-ce qu'un NFT? C'est comme un Bitcoin, sauf que tu peux pas le couper. Voilà, c'est littéralement le nom NFT, Non-Fungible Token. Super simple. Mhm. Tu peux pas le couper. Ça veut dire que toi, tu as ton petit morceau de quelque chose, d'une collection, où il y en a 10 000, et bah voilà, tu es le détenteur de cet objet-là. Il y a encore des problématiques qui sont arrivées après. Je vais essayer de le faire hyper simple comme ça. C'est que un NFT, jusqu'à présent, c'était un truc où tu avais ton token et tu savais qu'il y avait une image qui était rattachée. Mais l'image, bah, disons, elle n'était pas dans la blockchain, elle était sur un hébergeur. Donc si Ouais, tu ouais. veux, toi, tu pouvais héberger tes images sur iCloud, ce que tu veux, en fait. C'était pas hyper important. Et là, on est arrivé à une époque où maintenant on héberge de la donnée directement dans les blockchains. Je vais pas aller plus loin que ça, mais ce que ça peut vraiment t'ouvrir en termes de vision, c'est de pouvoir avoir cette vérification-là constante. Et d'ailleurs, de se dire que ma data, elle existe bien, elle est bien open source, je peux aller la vérifier, et en plus de ça, elle est stockée par plein de personnes. C'est du peer-to-peer. Je sais pas si tu as connu, toi, Pirate Bay, Ouais, il y ces a trucs-là. longtemps. Il y a très Et ben, longtemps. en fait, on est arrivé à refaire ça, sauf directement dans la blockchain. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que ça pose toute une logique de où est-ce qu'on va avec ces choses-là. Donc, tu as dans le domaine du luxe, parce que je crois que toi, tu connais un petit peu le domaine du luxe, Un petit tout ce peu. qui est authentification. Ça, c'est intéressant aussi, de savoir que ton produit, il est réel ou pas. Et du coup, il y a énormément de boîtes qui se sont lancées dans ça. Et ça, je pense que, par exemple, typiquement pour des gens qui ont actuellement envie de faire des applications sur Apple, vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser cet aspect-là. Et je pense que c'est intéressant. Et en tout cas, bah, t'as vu, merci, hein, c'était très clair pour moi. J'ai vraiment simplifié l'explication. Donc l'histoire du carnet, euh, ce qu'on pouvait faire, le fait, tu vois, je savais même pas ce que ça voulait dire NFT. Franchement, c'est carré, c'est très très carré. Et justement par rapport aux usages, c'est-à-dire par exemple, moi je vais pas te mentir, j'arrive pas à me projeter. À chaque fois, on me dit ouais, il y a un projet Web 3, mais j'arrive Ok, pas à me dire ok, il y a le Web 3, il y a le Web 2. En fait, le Web 2, c'est le web qu'on utilise, donc qui permet, tu vois, de pouvoir faire des transactions, acheter des choses de façon traditionnelle, quoi. Je sais pas si je peux le dire comme ça. ouais, Mais le Web 3, par exemple, je sais pas, un truc qui pourrait parler à la majorité je, des gens, parce que moi, je vais te je vais donner pas te mentir, je sais une, pas. je vais te donner une utilité qui est hyper intéressante. Euh, Tu veux faire une carte de fidélité. Donc toi, tu arrives, tu fais tes cartes de fidélité. Ce que tu vas faire, c'est créer un token. Donc ton token, et tu vas pouvoir lui ajouter une image qui est attachée. Ton token, tu ne veux pas le couper en deux. Donc c'est un NFT. Très simple. Cette carte de fidélité, pourquoi est-ce que c'est utile? Parce qu'elle est vérifiable et infalsifiable. Et qu'est-ce que tu peux aussi lui faire? Tu peux lui ajouter des données à cette carte de Hmm. fidélité. Donc tu peux update les métadonnées. Ok, comment on va faire ça en très simple? C'est juste un objet numérique où tu peux lui rajouter de la donnée dessus. Ok, Et ouais. pourquoi est-ce que c'est utile? Donc toi, tu arrives, t'as tes personnes, elles ont besoin d'avoir une carte de fidélité, hop, ils vérifient ta carte de fidélité, infalsifiable, ça c'est super cool. Tu peux aussi utiliser cette chose-là, par exemple, pour la vérification. T'as ta montre, ah bah c'est une Rolex, c'est quand même un truc qui coûte hyper cher. Ce serait dommage que ça soit une fausse Rolex. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la personne, montre-moi ton wallet, toi. Ah bah ok, je vérifie, ouais, t'as bien cette montre-là, ok, très bien. C'est bien le contrat officiel, ok. Tu as la bonne montre, tu m'envoies juste le certificat, moi je te paye, tu me donnes la montre, et c'est bon. Je suis sûr à 100% que ma montre est vraie. C'est tout cet Hmm. aspect-là de... En fait, t'as De- beaucoup d'utilités à droite à gauche qui sont ultra intéressantes pour la transparence et la vérification et la sécurité. ok, donc en gros, c'est une forme d'authentification. Pas authentification au sens du connect, hein, on est d'accord. C'est authentifier la provenance, l'authenticité du produit et d'être sûr que ce que tu achètes est unique. C'est ça, si je peux le dire, C'est si je peux le la dire comme ça. rareté, en fait, c'est la rareté numérique qui a été amenée. C'est-à-dire que Hmm. on a une... Et en plus, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est la vérification, parce que n'importe qui peut utiliser un explorateur de blockchain. C'est-à-dire que, tu vois, il y a Google, qui est utilisé pour le Web 2,
et il y a Etherscan qui est utilisé pour regarder ce qui se passe sur la blockchain Ether. Et en fait, c'est exactement ça. N'importe qui peut taper, bon, donne-moi ton adresse, ah, t'as ça, ok, très bien. Et c'est open source. Du coup, ça veut dire que tu peux plus mentir sur ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, les choses que t'as ou ce que t'as pas, etc. Et justement, parce que là, c'est vraiment le novice hein, qui pose la question. L'argument premier souvent de ça, c'est infalsifiable. J'entends souvent, tu vois, à 100%, on peut pas falsifier. C'est vrai ça? Je veux dire, on peut vraiment pas contourner, craquer, je sais pas. En fait, c'est impossible de falsifier quelque chose, mais après, il va falloir savoir qu'est-ce que tu vérifies. Et c'est là où est tout D'accord. l'enjeu. C'est-à-dire que si toi, tu vérifies une adresse qui est pas bonne, donc c'est pas Bon, la faute de oui. la blockchain, en fait. Non, je suis d'accord. C'est ça. En fait, c'est tout cet enjeu-là, tu vois, quand tu entends blockchain, tu entends crypto, souvent tu entends arnaque, tu entends truc, machin. Mais ça, c'est Ouais. ce qui s'est passé, c'est juste que si tu veux, tu as littéralement la donnée qui est libre, quoi. Tu peux aller lire le contrat du mec, il te dit, bon, bah, ça c'est une arnaque à 100%, mais les gens savent pas le lire. Donc c'est normal. C'est compliqué. C'est comme tout problème dans la finance, quoi. Tu sais, il y a des mecs qui ont fait des grands coups dans la finance, les Madoff, ces gens-là. Hmm. Et le problème, c'est juste que les gens n'ont pas lu de A à Z ce qu'on leur proposait. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que j'imagine bien, tu vois, le système bancaire mondial, il est quand même sécurisé jusqu'à un certain maximum, mais rien n'empêche quelqu'un de proposer un produit qui peut-être qui n'est même pas fait, bah dit paye-moi sur ce compte, il prend l'argent, il se casse. C'est pas la faute de la Exactement. banque. Exactement. C'est ça. C'est pas la faute de la banque. Malheureusement, c'est tombé sur toi et bon, après on se dit bon, on va dire c'est dommage. Mais c'est intéressant, mais parce que tu vois, comme tu parles de la blockchain, est-ce que tu as déjà fait des apps sur l'App Store qui utilisent un petit peu toutes ces technologies, tout ce que tu sais, tout ce que tu sais faire, quoi? Alors, j'ai pas fait des applis pour ça, mais j'ai participé, enfin, j'ai contribué, si tu veux, à certains codes sur des applis, notamment la connexion pour les wallets. Et j'ai contribué il n'y a pas très longtemps en plus. Après, C'est-à-dire, bon, aller jusqu'à partager les liens de ces choses-là, je suis pas sûr. C'est juste que c'est des projets qui sont en cours et puis voilà quoi. C'est tout. mais c'est genre, je sais pas, pour donner un exemple Mm. euh, assez concret, par exemple pour les auditeurs, est-ce que, par exemple, ça veut dire, par exemple, j'ai un wallet sur MetaMask, par exemple. Alors, tu vois, je dois rien avoir dessus, tu vois, je dois avoir des petits, c'est même pas des cryptos, quoi. On appelle ça shitcoin, tu vois, je sais même pas. Et est-ce que c'est dans le sens, par exemple, moi j'ai mon wallet et je pourrais le connecter avec une app, c'est ça? C'est un exemple ou Ouais, t'as c'est dit? exactement ça en fait. C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est littéralement, bah, t'as des kits qui sont développés par des gens, software development kit. Et du coup, moi, j'ai participé à l'aide sur certains de ces kits-là, quoi, si tu veux. Et moi, je suis toujours dans une démarche de vulgarisation par rapport aux crypto parce que, comme tout, en fait, j'ai compris aussi, c'est le même mindset que Apple. Et c'est pour ça que c'est un super lien. C'est que je pense que ce qui est intéressant dans tout ce qui est technologie, c'est d'aller au plus simple et d'aller vers l'utilisateur, vraiment de se rapprocher de lui. Tu vois, comme Apple est extrêmement simple avec l'iPhone, nous, ce qu'on essaye de faire dans la crypto, c'est quand on va te parler d'un truc financier qui est très compliqué, qui est l'épargne, ben on va te dire, ah ben viens sur cet endroit-là, tu vois, tu as une licorne. Si tu bloques ton singe, ben, tu auras beaucoup plus de chiens qui vont pouvoir arriver dans tes wallets. Enfin, des trucs de débiles comme ça. Mais en fait, ce Ouais. qu'on t'explique, c'est littéralement des mécanismes financiers extrêmement complexes. Mais toi, tu le sais pas, et en fait, tu l'apprends petit à petit, et à un moment, tu deviens expert dans ces trucs-là, quoi. C'est ouf en fait. C'est cet Et, et, aspect-là aussi. et justement, ça veut dire que parce que je sais qu'il y avait l'histoire, la naissance de la blockchain, c'est après la crise des subprimes, l'idée, c'était de faire un système un peu parallèle au système bancaire, parce que il y a des gens qui y faisaient plus confiance. Est-ce que, bah, est-ce que l'arrivée de la blockchain a vraiment copié ce qui marchait peut-être dans l'univers bancaire ou c'était vraiment quelque chose de complètement parallèle parce que dans ce que tu dis j'ai l'impression qu'il y a un peu des similitudes sur le En fait, ce fonctionnement. qui s'est passé, si tu veux, c'est que la blockchain à la base, c'est une expérience sociale
qui est fait par un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto et que personne connaît. On n'a Et jamais du coup, retrouvé. la première blockchain, c'était Bitcoin, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mec, d'ailleurs, si tu veux, tu peux regarder, il y a un reportage sur Arte. C'est 1 heure et puis ça t'explique ce que c'est que Bitcoin. Et je vais te le faire en rapide. Lui, il était pas du tout content de ce qui s'était passé pendant la crise des subprimes parce que franchement, ça a détruit des vies, ce truc-là. Et il s'est retrouvé à développer un truc de consensus de vérification. C'est littéralement ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec ton carnet, t'écris des trucs. Lui, il a fait ça en mode informatique. Il a fait son code. Il y a des contributeurs qui sont arrivés à droite à gauche. Le but, c'était vraiment de sortir de ce domaine-là de la banque. Du coup, à la base, c'était pour se débancariser la blockchain. Maintenant, ce qui est arrivé après, c'est qu'on s'est rendu compte que même par cet aspect-là, si tu veux, avec la blockchain Ethereum, on pouvait créer par-dessus des couches logicielles. Et qu'est-ce qui est Ouais. plus intéressant pour ces gens-là que de développer des trucs financiers? C'est-à-dire qu'on est parti d'un truc qui voulait pas être de la finance à un truc qui colle Non. complètement à de la finance. Complètement. À la base, c'était une expérience sociale. Le mec, il a développé ça, il était pas du tout en mode, bon, je vais réussir à devenir hyper riche ou quoi que ce soit. Non, non, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on arrête de penser à la monnaie telle qu'elle est. Qu'on change de vision. Et en fait, ce qu'on s'est retrouvé à revenir vers cette vision-là, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Et puis, honnêtement, si tu veux, Bitcoin à la base, c'était fait juste pour être échangé comme ça, contre des pizzas, contre des trucs. Mais Ouais, ouais, j'avais vu. Ouais. ça tient pas, en fait, si tu veux. Ça tient pas à un certain moment. Et c'est ça aussi, je pense que le fait de développer des applications, développer du code, c'est aussi de se rendre compte des fois que bah, ce qu'on a développé, ça fonctionne hyper bien, mais est-ce que ça fonctionnerait pas mieux pour autre chose? Et c'est cet aspect-là quoi, qui est intéressant. Non, en tout cas, c'est super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, hein. En tout cas, si il y a des auditeurs qui apprennent aussi, c'est super cool. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser des commentaires. Mais en tout cas, moi, j'apprends plein de trucs avec toi, Camille. De toute façon, je l'avais dit déjà en interlude, hein, de cette applicast. Voilà, un invité exceptionnel. Il connaît plein de choses. Développeur, blockchain, Web3. Toi, tu es dans le futur. Et justement, on va parler du futur dans cette partie, parce qu'on s'approche, hein, doucement de la fin de l'applicast. Et cette partie, elle se veut ouverte sur l'avenir. Tu vois, comment toi tu vois l'avancée de tout ça? Tu vas nous parler de ton expérience maintenant sur le machine learning et l'IA. T'as vu, ça fait pas mal de choses, hein. Ça fait pas mal de choses. Mais moi maintenant, je veux qu'on parle de ça et de ta vision du futur. Alors, au moment même où on parle tous les deux, je sais pas quand tu as publié, mais au moment même, en fait, on est comme en train de voir les premiers pas de l'IA générative en termes de vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir nous permettre d'évoluer, mais de manière immense dans la création de contenu, dans la création de tellement de choses, on s'en rend même pas compte. Pour l'instant, et d'ailleurs, c'est une analogie que j'avais vue sur Twitter, peut-être que tu vas suivre ce truc-là, mais on se dit souvent que OpenAI, tu vois, qui est la grande entreprise, du coup, qui a ChatGPT, qui a DALL-E, tous ces trucs de génération-là, ça va être le Apple de l'IA. Pourquoi? Parce Hmm. qu'eux, ils ont de la qualité et ils sont toujours les mecs qui en sont les premiers dans la dinguerie, tu vois. Genre, le premier Mhm. iPhone, il est sorti, c'était fou, tu vois. Le premier chat GPT, il est arrivé, bam, 1 million d'utilisateurs, je sais pas, très peu de temps, tu vois. Et en fait, pour moi, eux, c'est les prochains Apple de l'IA. Maintenant, ce qu'il y a à côté, c'est pour nous, les développeurs d'applications, c'est que soit on va aller vers OpenAI, du coup, on va utiliser leurs outils à eux, bon, très bien, on fait une requête, la requête API, très très simple, ou bien on peut aussi développer des solutions qui tournent sur notre smartphone et dont on n'a même pas besoin en fait d'appeler qui que ce soit. Du coup, il y a une petite entreprise qui s'appelle Stable Diffusion qui fait de l'open Hmm. source. Je pense que tu connais et je pense que beaucoup de gens Oui, qui oui. ont écouté le Ouais. podcast connaissent. Et en fait, il y a la course aussi à l'open source et la portabilité de ces modèles-là. Et ça, c'est vraiment l'avenir pour moi, c'est essayer de comprendre à quel point est-ce qu'on peut avoir des modèles qui sont portables, qui sont personnalisables aussi. Il y a un petit objet qui est sorti récemment,
Parce que moi, tu sais, je suis un fan de technologie, je regarde tout à droite à gauche, je suis dans toutes les conférences, tous les trucs. C'est Rabbit. Du coup, c'est un petit objet, tout petit comme ça coûte 200 balles, et t'as ton IA portative avec toi. Ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement c'est une IA qui est déjà hyper sympathique, qui peut dialoguer avec toi, il peut aussi se connecter. Par exemple, tu veux le connecter à Spotify, il se connecte. Tu peux le connecter à d'autres choses encore, par exemple, je sais pas, la bourse. Tu as envie de te connecter, tu peux commander ton Uber avec, enfin bon, c'est comme un smartphone. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il peut apprendre des trucs, cette IA-là. Ce petit objet, si tu veux lui apprendre à générer des images, il peut apprendre. Si tu veux lui apprendre à faire ton script, par exemple pour aujourd'hui, il peut le faire. Et c'est ça. Tout le challenge, si tu veux, pour moi, des prochaines années, ça va être de qui développe les meilleures solutions. Pas forcément parce qu'il est hyper chaud techniquement, pas forcément parce que il a énormément d'argent, il a énormément de connaissances ou quoi que ce soit. Non, non. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que veulent les consommateurs et où est-ce qu'on va aller. Et je pense qu'il faut se tenir au courant de beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Il faut venir sur des podcasts comme aujourd'hui, parce qu'on apprend tous les jours, en fait. Ouais, on apprend. Il Moi, j'ai faut appris. faut rester ouvert. Il faut pouvoir se rencontrer dans des conférences, comme tu as pu parler avec Elliot. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Moi, par exemple, là, dans le 23, je vais avoir une conférence sur les NFT à Paris, au Grand Palais. C'est top. Hyper cool. Et c'est des trucs comme ça, quoi. Le futur, c'est vraiment moi, si je devais, en plus, je pense qu'on va donner les conseils après, mais si je devais donner un conseil pour un jeune qui aime bien la technologie, commence à toucher à droite à gauche. C'est pas grave si tu fais des trucs pas ouf. Commence à Pas grave. essayer tes petits trucs. Même si ça marche pas, t'as pas d'utilisateur, t'as personne, c'est pas grave. Teste, 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 et au final, tu vas te retrouver à être dans une salle avec Lisa Jackson, peut-être comme moi, ou peut-être, je sais pas qui, tu vois. Non, c'est vraiment ce truc-là. Il faut essayer d'explorer toutes les technologies. On a beaucoup d'outils qui sont à notre main, tu vois. Là, on parlait développement d'applications, blockchain, IA. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a encore tellement de choses qui vont arriver. Et c'est ça, quoi. Le futur, c'est les gens qui penseront euh, comment satisfaire les gens et se satisfaire soi-même aussi. Ouais, non, c'est super cool. Bien sûr, on va partager des conseils. Déjà, ce premier conseil, il est super top. Tu sais, ce futur, il est, on y est, je crois, hein. Je sais pas si on peut le dire, mais je crois qu'on y est en vrai. Parce que ce qui arrive, ce qui est en train de se faire, ça va être la. Moi, je parle même de changement d'ère. C'est-à-dire, tu sais, on a eu l'ère des ordis, d'Internet, on a eu l'arrivée du mobile ou en tout cas des smartphones. Là, il y a l'IA. Tu sais, on passe des phases en fait, tu vois, à chaque fois. Et je pense que le succès, en tout cas le futur, en fait, c'est plutôt à nous de décider, hein. Moi, c'est pour ça que je te disais que le futur, il y a, selon les technologies. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, hein, la lumière, elle est beaucoup sur le sujet de l'IA, l'IA générative et ce qu'on peut faire parce que c'est nouveau. Et en plus, c'est comme si on te donne maintenant un super pouvoir, mais vraiment à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde a le même super pouvoir. Si je veux pas non plus tout centraliser sur ChatGPT, mais aujourd'hui, ChatGPT, ça a été pour moi une rupture, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps, technologique, sur ce que ça permet de donner aux gens. Parce que tu vois, ça nous permet de s'améliorer. Il y aura toujours ce débat de est-ce que ça va remplacer, ça va supprimer des nouveaux métiers, ça va en créer sûrement d'autres. Je pense que ça va participer à l'évolution, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça va participer à. Il y a un truc qui est en train de se faire. On dirait qu'on là, on est en train de façonner le monde d'après. Et bah, je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que on a tellement d'outils qui sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que pour un petit jeune qui l'utilise ChatGPT, c'est une folie parce que le mec, il n'a pas créé cette chose-là. Et en plus, je vais te dire un truc par rapport à ce produit-là, ChatGPT, et c'est le seul produit qui est pas fini, qui marche pas forcément bien, mais que tout le monde utilise et tout le monde est Ouais, prêt à payer pour. ouais, Ça, c'est c'est un truc, ouf. déjà, ça te démontre, quoi. Il y a des mecs qui payent 20 € par mois, le truc, il te répond même pas forcément bien à tes questions. Mais les gens payent. Parce que ce qui peut te réussir après, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Et je vais donner un petit truc pour les Pro Mac quand même. Faut savoir que, bon, moi qui regarde énormément sur la portabilité des modèles, ces trucs-là, le Mac, il est parfait pour certaines choses en IA.
il est parfait. C'est-à-dire que littéralement, il n'y a pas une machine plus optimisée que ça. Donc si vous voulez, les M3 et tout ce qui arrive, toutes ces choses-là, Mhm. je pense que dans les bagages, il y a un petit plan IA qui est déjà plus ou moins prêt, mais il est très très optimisé. Voilà. Ça peut vous rassurer les Pro Mac, vous êtes tout devant, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais j'en doute pas parce que tu sais qu'Apple, il parle toujours au présent. Il bosse forcément sur ce sujet, pas depuis hier. On l'a vu avec le casque Vision Pro, tu vois, ils bossaient pas dessus depuis hier non plus, hein, ça fait entre 7 8 ans. Je pense qu'Apple nous prépare quelque chose. Moi, je pense qu'au mois de juin, là, 2023, donc 2024, pardon, l'épisode, il va sortir bien avant, bien avant le mois de juin. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose. Je pense qu'il faut rester connecté. Je serais obligé de faire une vidéo, en tout cas dans l'application, je serais obligé de faire quelque chose. Parce que Ça là, te dit qu'on fasse une petite prédiction, genre? Toi, tu commences et après, moi, je vais. une Une petite prédiction sur prédiction? ce que... Ouais, ouais, je suis chaud. Toi, tu Ben, fais, après, je vas-y. fais. Vas-y. Ben, moi, prédiction. Bon, forcément, ils vont intégrer un outil d'IA qui sera dans iOS. Donc, en tout cas, moi, ma prédiction, c'est ça. Donc, tu vois, l'iPhone, il est là. Je pense qu'ils vont, genre, une seule ou plusieurs. Parce que sinon, je vais tricher. Vas-y, tu fais. Allez, fais-en plusieurs, c'est pas grave. Bon. Alors, ça, c'est dans le système. C'est-à-dire, dans le système, c'est iOS, ça va être iOS IA ou un truc comme ça. Et en tout cas, le logiciel va être ultra intelligent. Ce qui est déjà un peu le cas avec le machine learning, mais bon, ça, c'est encore notre sujet. Et le deuxième truc, c'est Siri. Parce que Siri, là, je crois, il prend un peu cher. Là, je crois, il a un peu de retard en termes d'assistant vocal. Mais voilà, moi, c'est les deux trucs que je vois. Après, je sais pas, toi, M- t'as quoi comme prédiction? Moi, j'ai une petite prédiction sur deux choses aussi, comme toi. Bon, il y a un truc qui a pas rapport, mais juste les voitures Apple. Voilà, c'est tout. Il y a juste ça qui est dans ma tête Bah, depuis pas mal on de en temps. parle. Ouais, on en parle depuis longtemps, ça, hein. Et On en il y a, parle tu depuis vois, longtemps. souvent, tu vois les petites icônes de Finder, là, le petit bonhomme. Je Ouais. sais pas si t'as vu, mais ils l'ont souvent publié quand même. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc un peu à la Jarvis, tu vois, dans Iron Man. Tu vois, Hmm. l'assistant qui soit là, un petit peu IA, à droite à gauche, qui puisse t'aider à faire des trucs dans le spatial, parce que pour moi, ça serait logique, tu vois, d'avoir un assistant virtuel comme Jarvis. Mais physiquement, ouais, tu le vois dans ton truc et tout. Ouais, Je pense. après, non, mais je pense qu'il y a. Après, comme on dit, c'est si c'est pas pour l'été prochain, peut-être ça sera dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais pour en tout cas, moi, je pense que ça va forcément arriver. Ça va forcément arriver. Même si, bon, après, les choses que je vois passer sur Twitter, on parle déjà d'iOS 18. On dit iOS 18, ça va être un nouveau design. Parce qu'en fait, depuis iOS 7, ils n'ont pas changé de design, Apple, hein. Ils sont restés sur le flat, flat design. Après, ils parlent. Bon, tu sais, on a tous, avec Apple, de toute façon, c'est toujours le truc du Père Noël, tu vois. Tu vois, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain logiciel? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain iPhone? Donc voilà, moi, c'est mes prévisions. Après, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mais non, non, avec Apple, ça a toujours été comme ça. Et puis, c'est ce qui fait qu'on kiffe, tu vois. C'est ce qui fait qu'on kiffe bien tout ça. Et justement, comme on arrive sur la dernière partie, avec les conseils, qu'est-ce que tu as envie de partager d'inspirant pour des personnes qui découvrent Camille, tout simplement. Bon, qui me découvre moi, franchement, c'est que j'ai pas un parcours qui est forcément le truc le plus compliqué. J'ai pas non plus pris le parcours le plus simple, mais en fait, moi, si tu veux, j'ai mon bac. D'accord? Donc, je pense que la plupart des gens, ils ont le bac ou ils sont à peu près à ce niveau-là. Et en gros, si tu veux, tu peux même me retirer mon bac, mais je pense que j'aurais fait les choses de la même manière. Ça veut dire que Hmm, si vous voulez vraiment arriver à quelque part, les diplômes, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont un petit peu annexes. Par contre, ce qui est important, c'est au moins de se former et au moins d'essayer d'avoir de l'expérience. Donc, si vous vous sentez que vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où vous allez, que vous aimez pas trop votre taf non plus, que vous avez envie de voir autre chose, je pense que le développement, c'est un truc qui est hyper intéressant. Développement d'application encore plus parce que c'est un truc qui est concret, que vous pouvez toucher tous les jours, vous pouvez développer votre appli, vous pouvez la lancer, vous pouvez jouer avec. Ah, attends, développer ce truc-là, tac, 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 ça marche pas. Moi, je pense que ça, c'est hyper important. Ne vous fermez.
pas des portes aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui suis un mec qui adore le bac, bah pourquoi pas faire de l'UI en fait? Pourquoi pas faire juste du design? Même des fois faire du business management, des trucs comme ça. C'est pas grave. Il faut pas forcément non plus être un génie dans quoi que ce soit. Moi, le peu de trucs qui me sont arrivés, c'est parce que je me suis ouvert avec des gens. Des fois, j'ai fait des blagues, des fois, j'ai fait des trucs, des fois, j'ai fait le débile. Mais ce qui a fait que j'ai rencontré des gens, ce qui a fait que j'ai, au final, découvert ce monde du développement depuis peut-être maintenant 10 ans, tu vois. Mais vraiment, le seul truc qui est déterminant dans tout ça, c'est que chaque fois qu'il y a eu une porte qui s'était ouverte, chaque fois qu'il y a eu une personne qui m'a tendu la main, euh, je l'ai pris. Et franchement, j'y suis allé à fond, quoi. Je me suis pas arrêté. Euh, j- j'ai pris toutes les opportunités au maximum, tu vois. C'est-à-dire que c'était du goutte à goutte, et moi j'ai dit non, non, il me faut toute la bouteille, tu vois. Je sais pas, j'ai tout pris en fait. J'ai Ah toujours ouais. tout pris. Mais aussi un petit truc qui est d'ailleurs, ça c'est hyper important dans l'écosystème où moi je suis, et même dans tous les écosystèmes en fait. Euh, énormément de fois, vous allez pouvoir retirer du bénéfice des gens autour de vous, mais n'oubliez pas aussi de leur redistribuer les choses. N'oubliez pas, chaque fois que vous voyez un petit jeune qui est en galère, aidez-le. Chaque fois que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui peut être aidé, mais très rapidement, c'est même pas vous investir forcément énormément, quoi. Par exemple, moi je sais que Michael, je peux l'aider sur un truc pour des scripts ou des trucs comme ça, bah, je vais le faire. Ça me prendra peut-être très peu de mon temps, mais je sais que lui, ça lui facilitera la tâche. Et que le retour, il se fera de toute façon, que ce soit par lui, que ça par n'importe qui. C'est comme ça. Le monde des développeurs, c'est une entraide et la curiosité. Je pense que c'est tout. Ouais. C'est vraiment top. Franchement, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, Camille. En tout cas, bah, je te remercie d'être passé dans la Picast. Franchement, c'est toujours inspirant de parler de tech, de la vision. Puis, on sent que tu es passionné, tu vois. On sent que voilà, tu veux tout manger là. Tu as trop faim. Tu veux tout manger. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est d'essayer de voyager un petit peu parce que là, il fait dégueulasse, même si je sais que t'as voyagé. Ouais. On peut me souhaiter du positif peut-être bah, dans la suite de mes projets, quoi. Soit par exemple partir sur une start-up ou partir dans je sais pas, du taf, quoi. Un truc qui est motivant, un truc qui aime toujours, qui me permettra de découvrir des choses et de pouvoir aider des gens autour de moi. Et parce que ce qu'on peut souhaiter aussi aux gens, je pense que c'est de vivre les mêmes choses, quoi. De toute façon. C'est ça. Franchement, super, super, super cool. Ben super, en tout cas, ben merci à toi Camille, merci aux auditeurs d'avoir suivi ce nouvel épisode. Pour les prochains, toujours plus inspirants, toujours plus d'histoires incroyables dans l'univers des applications mobiles, univers Apple. C'est sur l'Appicast et c'est ici. Merci à vous, n'oubliez pas de suivre, vous abonner au podcast, hein, vous pouvez mettre aussi 5 étoiles, parlez-en autour de vous, parce que je pense que ce podcast, voilà, il a le mérite aussi bien d'exister pour raconter ces histoires. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao Camille.